Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, député du Val d'Oise, plutôt connu pour ne pas être un fan de la réforme des retraites telle qu'elle est défendue par le Premier ministre. Est-ce que vous voterez contre les deux motions de censure qui ont été présentées, l'une par la droite, l'une par la gauche? Oui, bien sûr. D'abord parce que j'appartiens à la majorité et que même si j'ai effectivement des réserves sur certains aspects de la réforme tels qu'ils sont présentés, notamment sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre, parce que je considère qu'on défendait l'idée d'un régime universel et que venir faire s'inviter le débat de savoir s'il faudra travailler plus longtemps, finalement pollue un peu ce débat, on mélange les questions et que c'était déjà une question compliquée, cette question du régime universel que je défends, sans qu'on y ajoute d'autres. Mais jamais je ne voterai une motion de censure présentée par les Républicains, parce qu'on est beaucoup trop éloigné sur le plan idéologique et politique. Et par la gauche? Et par la gauche non plus, parce que la France insoumise et son jeu d'obstruction et ses propositions populistes sont très éloignés de mes convictions et de mon engagement. Oui, mais pas celle du PS. Je veux dire, vous venez du PS, vous êtes plutôt connu pour être sur l'aile gauche de La République En Marche. Vous avez une petite tentation? Non, mais les réserves que je peux avoir sur la réforme ne peuvent pas me conduire, ou sur la manière dont elle a été gérée d'ailleurs, parce qu'il y a des choses à dire aussi, ne peuvent pas me conduire à demander la fin du gouvernement. Même à vous abstenir? Non plus. On a connu dans les quinquennats précédents des gens qui étaient aux marges, on appelait ça jadis les frondeurs, qui pouvaient s'abstenir lors de scrutins comme ça. Vous, non? De toute façon, sur ce type de scrutin, si je ne me trompe pas, Nicolas Bétou, seuls les votes pour sont comptabilisés. Donc ça n'aurait que peu d'effet. Mais le signe politique, vous ne vous trompez pas, mais le signe politique, et là je ne me trompe pas, il compte aussi. Je me prononcerai contre ces motions de censure. Bon, vous êtes choqué par la façon dont elle a été annoncée, ce déclenchement du 49.3? Surtout, je trouve que c'est dommage, quoi. C'est-à-dire que on avait besoin, sur ce projet compliqué, de vraiment pouvoir aborder tous les points qui questionnent encore les Français dans le cadre du débat parlementaire. Les aborder calmement, dans le cadre d'un vrai débat? Il y a une responsabilité absolument terrible de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis que d'avoir empêché ce débat. Maintenant, nous avions aussi peut-être une responsabilité dans le fait de le prolonger malgré tout, car je crois que sur la valeur du point, sur le futur système de gouvernance qui peut paraître technique, mais en réalité, moi je suis convaincu que pour que les Français aient confiance dans le futur régime, il faut qu'ils sachent aussi que le gouvernement ne décidera pas tout seul, que ce seront les syndicats, ceux qui les représentent, qui pourront décider de la valeur de ce point. Et donc, je suis favorable à ce qu'on ait une gouvernance de ce type-là. Tout ça n'a pas pu être abordé en première lecture. J'espère que ça pourra l'être en deuxième. Le gouvernement souligne, Édouard Philippe souligne lui-même que 200, 300 amendements seront intégrés au projet de loi tel qu'il sera présenté et réputé adopté si les motions de censure ne passent pas. Ça vous va? C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. En revanche, je regarde. Certains qui viennent de la gauche, certains qui viennent directement de la CFDT, qui ont été directement inspirés par la CFDT. Alors voilà, c'est ce que je regarderai aussi avec attention, en tout cas pour ce qui me concerne, comment les partenaires sociaux réagiront aux nouveaux textes qui seront présentés, et notamment sur des grands sujets comme la pénibilité ou d'autres. Est-ce que le compte y est? Et s'il n'y est pas? Eh bien, ce sera regrettable parce qu'en plus d'un déficit démocratique, nous aurions manqué l'occasion d'aller jusqu'au bout de ce qui est possible en matière de justice sociale. Nous étions soutenus depuis le départ par la CFDT qui a joué un rôle important, qui a été responsable de bout en bout dans cette affaire. Elle dit des choses qui sont tout autant sur la question de la pénibilité, il faut pouvoir l'entendre. La CFDT qui assume avoir fait du lobbying auprès des députés, elle vous a démarché? Oui, nous avons eu des échanges, évidemment. Moi, je trouve qu'il est normal que la démocratie Ce lobbying-là, parlementaire... il est normal? Mais de toute façon, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que les députés ne peuvent parler à personne. Il faut pouvoir se faire un point de vue et après... Y compris avec des lobbies? Oui, y compris, ce terme de lobby, de toute façon, est un petit peu obscur. Il est un peu générique, oui, en effet. Certains députés, et déjà un sénateur, ont annoncé ou envisagé de quitter leur groupe parlementaire. Est-ce que vous pensez que le groupe parlementaire traverse une crise? Je crois qu'en tout cas, il y aura, pas uniquement pour cette question du 49.3, mais pour tout un tas de raisons, des questions à se poser sur comment on peut continuer à être utile dans ce quinquennat, comment la majorité peut peut-être mieux faire vivre des sensibilités. Ça fait longtemps que je plaide pour cette idée et qu'on va avoir effectivement dans les semaines à venir à se reposer ces questions au niveau du groupe, au niveau du mouvement de La République En Marche aussi, puisque moi je constate quand même sur ce plan-là une forme d'échec. J'ai à plusieurs reprises plaidé pour plus de démocratie interne, pour que les sensibilités qui composent la majorité et qui font sa richesse soient mieux représentées, puissent mieux s'exprimer. Et malheureusement, force est de constater que le fonctionnement actuel ne permet pas d'avoir cette écoute des différentes sensibilités du mouvement. Et donc ?
Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse à la manière de faire évoluer les choses. Ça peut être quoi? Écoutez, il y a plusieurs possibilités. Certains se sont déjà Créer regroupés. Un autre groupe? Certains réfléchissent à cela, c'est vrai. Vous? Ce n'est plus un tabou. Je fais comme tout le monde. Si des initiatives sont prises, je m'interrogerai. Donc vous n'excluez pas de quitter le groupe parlementaire aujourd'hui? Je n'exclus jamais rien par principe. Certains l'excluent par principe. Ce n'est pas mon... Au sein de La République En Marche, je suppose qu'il y a des gens qui iront droit jusqu'au bout, qui marcheront droit jusqu'au bout. Non, mais bien sûr, mais ce n'est pas mon souhait. Je pense qu'il faut qu'on puisse trouver les meilleures manières de préserver la suite du quinquennat, mais il faut aussi qu'à un moment, les uns et les autres, qui portent des propositions, qui se sont beaucoup investis et qui n'ont pas à rougir, je crois, de leur investissement depuis le début du mandat, puissent avoir le sentiment d'être utiles et entendus. Et donc, éventuellement, de peser en sortant du groupe parlementaire La République En Marche pour créer un groupe adjacent. Cette question, pour moi, n'est pas encore d'actualité, mais elle fait partie des possibilités. Il y a aussi Vous êtes démarché, là aussi? Il y a des échanges entre les députés. Mais je pense qu'on peut avoir d'autres manières de faire. Certains se sont déjà constitués en collectif au sein du groupe. Oui. Il peut y avoir aussi à l'extérieur de l'Assemblée nationale des initiatives de prise pour faire vivre la majorité sur le plan partisan de manière un peu plus riche. Vous avez vu que Jean-Yves Le Drian l'a fait. Voilà, il y a tout un éventail de choses qui peuvent être réfléchies et discutées. La majorité est-elle en danger aujourd'hui? Je ne crois pas. Élection municipale qui ne s'annonce pas très bien, ces tensions autour du 49-3, est-ce que la majorité parlementaire est en danger? Je ne le souhaite pas. Encore une fois, nous avons beaucoup de choses utiles à faire d'ici la fin du quinquennat, mais il faudra être capable de tirer des enseignements et de réimpulser réellement ce fameux acte 2. Clairement, ça veut dire quoi? Changer de politique? Ça veut dire que, par exemple, en matière écologique, en matière sociale, pour le moment, on n'est pas à la hauteur de l'ambition qui devrait être la nôtre. Le compte n'y est pas? Pas encore. La Convention citoyenne sur le climat devra donner lieu à une loi ambitieuse. Il faudra qu'on puisse là-dessus aussi se donner les moyens de la traduire. Il y a tout un tas d'autres dossiers, comme la question de la dépendance, la question de la pauvreté avec ce fameux revenu universel d'activité, la question des quartiers populaires pour laquelle moi je plaide depuis longtemps, qui devront donner lieu à des grands engagements. Et il faudra réfléchir sur le plan politique à comment pousser ces thèmes au maximum, puisque visiblement, pour le moment, nous n'avons pas réussi à aller jusque là où nous aurions souhaité, ceux qui se revendiquent de cette sensibilité sociale, écologique. Aucun des thèmes que vous citez ne relève de ce qu'on appelle le régalien. C'est un des sujets pourtant sur lesquels le président de la République semble vouloir mettre beaucoup l'accent. Il se trompe? Non, je pense que c'est important. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas laisser la question régalienne aux conservateurs, que les progressistes ont des choses à dire dans ce domaine. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a prouvé à plusieurs reprises. Et effectivement, il y a en ce moment des travaux qui sont conduits sur la question du séparatisme, où je trouve qu'on a bien à la fois un volet de contrôle, de coercition sur lesquels les progressistes doivent aussi être capables de proposer des choses, mais tout un volet d'inclusion autour de l'éducation populaire, autour de la manière de faire reculer finalement cette offre séparatiste dans un certain nombre de quartiers, qui je trouve est particulièrement originale et intéressante. Et qui est là? Et qui est là, qui est en train de vraiment être mis en place. La gestion du coronavirus aujourd'hui a amené le président de la République à suspendre la quasi-totalité des engagements de la semaine. Ça fige un petit peu toute la vie politique. Est-ce que c'est d'abord la bonne réponse à cette menace? Et est-ce que ça vous inquiète sur le reste des semaines à venir et sur l'action politique du gouvernement? Non, mais je comprends parfaitement effectivement que là, le président de la République concentre toute son attention sur la gestion de la crise et de l'épidémie. Il y a d'ailleurs d'autres grands sujets comme ceux-là qui ont une dimension internationale sur lesquels le président de la République va devoir certainement prendre des décisions. Je pense notamment à ce qui se passe en Grèce actuellement avec cette crise. Les migrants venus de la Turquie, oui. Exactement, je pense que nous sommes envoyés par la Turquie. Tout à fait. Donc nous avons des conflits géopolitiques qui vont conduire, à mon avis, à une nouvelle crise humanitaire et il faudra répondre car les plus vulnérables ne doivent pas être otages de ces crises. Mais ça ne doit pas pour autant arrêter les choses sur le plan de la politique intérieure. Le Premier ministre, les ministres doivent aussi pouvoir continuer à pousser les grands chantiers qui sont les nôtres, car il serait terrible que, justement, j'en ai parlé juste avant, sur des grands chantiers comme ceux du domaine social, écologique ou régalien, nous arrêtions et que nous posions le stylo, comme on dit. Il y a encore énormément de choses à faire. Les Français ne comprendraient pas qu'en matière écologique, qu'en matière de justice sociale, que dans tous ces grands domaines, finalement, nous nous arrêtions. Donc le président de la République concentre son attention sur la gestion des grandes crises, c'est normal. Le gouvernement et la majorité doivent, eux, redoubler d'efforts pour obtenir des résultats sur le plan intérieur. En tout cas, pas de pause. Pas de pause. Je ne pense que les Français ne le comprendraient pas. Merci Aurélien Taché. Merci à vous.